Je vous remercie de m'avoir invité donc, à vous parler de l'influence des portions sur l'équilibre de l'alimentation. Nous allons donc dans un premier temps définir brièvement ce qu'est l'équilibre alimentaire, avant surtout de parler de l'importance du rassasiement et des différentes phases du rassasiement sur la taille des portions. Et ensuite, nous verrons donc la taille des portions par famille d'aliments, puisque quelqu'un a abordé tout à l'heure donc les portions du Programme national nutrition santé, mais on verra qu'en fonction des aliments dans une même famille, eh bien, les portions sont extrêmement différentes en fonction des équivalences. Et enfin, nous parlerons de la taille des portions et de certaines idées reçues en matière de nutrition qui vont énormément donc, influer sur les quantités que les gens peuvent consommer. Alors, l'équilibre alimentaire, c'est un idéal vers lequel on tend pour pouvoir couvrir nos besoins en nutriments. Mais en réalité, il est extrêmement variable, à la fois d'une personne à l'autre, et également pour un même individu, en fonction de son âge, de son état physiologique également. Cet équilibre alimentaire, il est indissociable du plaisir procuré par l'alimentation. Et ce plaisir procuré par l'alimentation, il provient lui aussi en grande partie de la première étape du rassasiement, qui est le rassasiement sensoriel spécifique. Mais avant ce rassasiement sensoriel spécifique, le premier type de rassasiement que l'on peut évoquer, c'est ce que l'on appelle le rassasiement conditionné. Il dépend, lui, de l'apprentissage. C'est dire à quel point il est important de présenter une grande variété d'aliments aux enfants et de continuer tout au long de la vie. Ce rassasiement conditionné, eh bien, il va allier en fait chaque aliment que l'on connaît, qui nous est familier, à en fait, la quantité que l'on va consommer va dépendre du rassasiement que l'on attend de chacun de ces aliments. Et il dépend beaucoup plus du volume de l'aliment que du goût que l'on peut avoir pour cet aliment ou même de l'apport calorique de l'aliment en question. La taille des portions consommées, donc elle est liée, elle, à la taille des portions servies. Donc là, Pierre Chanton nous en a beaucoup parlé. Et enfin, il y a une étude également qui a été menée chez des femmes obèses qui a montré que la taille des portions servies augmentait la vitesse à laquelle la personne mangeait. Elle va également augmenter la taille des bouchées, ce qui fait que la personne ne va plus être attentive au plaisir ressenti lors de la consommation des aliments. Et tout ça eh bien, va aboutir à un apport calorique qui va être supérieur et va ensuite entraîner également une prise de poids plus importante. Alors, le rassasiement sensoriel spécifique, qu'est-ce que c'est ? Quand on mange, eh bien, on va avoir donc un rassasiement qui petit à petit va s'installer, c'est-à-dire la sensation de ne plus avoir faim au bout du compte. Ce rassasiement sensoriel spécifique, c'est la première étape du rassasiement. Il est lié à ce que l'on appelle l'aliesthésie négative. C'est-à-dire qu'au départ, lorsque l'on commence à manger, on a beaucoup de plaisir. Ce plaisir, il est lié d'abord à la vue. Donc, il sera d'autant plus important si on fait attention à la présentation du plat que l'on consomme. Il va être lié également à l'odorat. C'est d'autant plus important si le plat que l'on consomme est chaud. Et ensuite, ça va être lié au goût également de l'aliment. Donc, plus on va manger de ce plat, nécessairement, plus on va le déstructurer. Donc, au niveau de la vue, ce sera beaucoup moins intéressant. L'aliment va également donc se refroidir. Donc, on aura une odeur qui va diminuer d'autant. Et enfin, au niveau du goût, l'aliment va nous sembler de plus en plus fade. C'est ce que l'on appelle le rassasiement sensoriel spécifique. Donc, on a de moins en moins envie de manger l'aliment, et ce qui fait qu'on va arrêter naturellement. Ceci étant, si on consomme ensuite un autre plat, le plaisir va revenir. C'est ce qui se passe quand on mange, par exemple, des lasagnes, et puis on en a marre de le manger, on arrête, mais pour autant, on a bien envie de manger un petit dessert après. Le rassasiement sensoriel spécifique, il est extrêmement important parce qu'en fait, c'est lui qui va conditionner la variété dans notre alimentation, la diversité également. Du coup, c'est extrêmement important de prévoir plusieurs composantes dans le repas pour que l'on ne soit pas obligé d'aller au rassasiement global, c'est-à-dire la deuxième étape du rassasiement qui, elle, est sensible aux récepteurs mécaniques dans l'estomac et qui impose d'avoir l'estomac rempli pour arrêter de manger. Parce que ça, nécessairement, ça conduit à augmenter la taille des portions. Et ce que l'on constate avec un K3, c'est que lorsqu'on n'a pas suffisamment de composantes dans un repas, eh bien, on va avoir un équilibre qui va se faire au détriment des aliments surtout riches en fibres, c'est-à-dire les fruits, les légumes et les céréales complètes.
Or, le problème, c'est que petit à petit, eh bien, on a de moins en moins de repas complets. En 2017, il n'y a plus que 39% des repas de midi et du soir qui comprennent 3 composantes, c'est-à-dire entrée, plat et dessert au minimum. Ce qui veut dire que de plus en plus, les gens consomment un plat unique, voire éventuellement entrée plus plat ou plat dessert, mais rarement quelque chose qui va permettre d'avoir toutes les familles d'aliments dans un même repas. Alors, si nous passons maintenant à la taille des portions par famille d'aliments. Donc, le Programme national nutrition santé va nous donner des repères quantitatifs. Et concernant les féculents, eh bien, plutôt que de nous donner des repères quantitatifs, on va plutôt être sur une notion de nombre par jour. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que par rapport aux féculents, c'est le repère qui est le moins bien connu de la population française. Il y a seulement 10% des enfants et des adultes qui savent que c'est mieux pour notre santé de consommer un féculent à chaque repas. Alors, ceci étant, qu'est-ce que c'est qu'une portion de féculents? Vous voyez, on a ici donc, des pâtes, pizza, du pain, des lentilles, des céréales pour petit déjeuner. L'ensemble de ces portions nous amène la même quantité de glucides, à peu près 20 grammes, et grosso modo, ça va être le même apport calorique. Il sera un petit peu supérieur pour la pizza parce qu'il y a la garniture en plus, mais sinon, c'est à peu près la même chose. Le problème, c'est un problème de volume, puisqu'on le voit bien ici, 100 grammes de pâtes ou 100 grammes de lentilles en poids cuit, eh bien, ça fait à peu près 4-5 cuillères à soupe, et ça cale déjà bien, le volume est suffisamment important. Par contre, au niveau du pain ou au niveau de la pizza, donc là, ça représente à peu près 30 grammes de farine. Et là, donc 40 grammes de pain, c'est une tranche qui fait à peu près 2 cm d'épaisseur sur, voilà, ça fait à peu près ce diamètre-là. Donc c'est vraiment tout petit. Or, on l'a dit tout à l'heure, la première étape du rassasiement, c'est un rassasiement qui est conditionné. C'est-à-dire qu'on va relier la portion de l'aliment par rapport à son volume pour atteindre le rassasiement attendu. Ce qui fait que plus on aura un aliment de petit volume, plus on aura tendance à augmenter la portion pour être rassasié. Donc, si on mange des pâtes, peut-être qu'on s'arrêtera à 100 grammes, mais par contre, si on mange du pain ou l'équivalent en pizza, il est rare qu'on s'arrête à 40 grammes de pain ou à un huitième de pizza. On va pouvoir en manger le double, voire le triple. Ou alors, si on mange du pain en accompagnement par exemple d'une entrée, rien ne va nous empêcher, puisque le rassasiement ne sera pas atteint, de remanger encore un féculent dans le reste du plat. Après, on a encore un autre souci, c'est l'utilisation que l'on fait des différents aliments. C'est-à-dire que quand on mange des pâtes ou des lentilles, du riz, etc., c'est plutôt des aliments qui vont intervenir dans le plat principal. Donc leur quantité va être aussi circonscrite par les autres aliments, viande ou poisson, légumes et ainsi de suite. Par contre, quand on mange de la pizza, de la quiche, etc., tous les aliments en fait, qui sont transformés à base de farine, ça va soit être une entrée. Dans ce cas-là, oui, effectivement, on va peut-être manger simplement un huitième, mais il y a toutes les chances pour qu'on remange un féculent dans le reste du repas. Ou alors, si c'est le plat principal, plutôt que d'en manger un huitième, on va plutôt manger la moitié, voire la pizza entière. Et dans ce cas-là, au niveau de l'apport énergétique et de l'équilibre alimentaire, nécessairement, on n'y est plus du tout. Et quant au pain, donc comme on le disait tout à l'heure, le pain, c'est vraiment un aliment d'accompagnement. Donc lui, on ne va pas vraiment le considérer comme étant un aliment à part entière. Et donc, on va pouvoir manger d'autres féculents dans le reste du repas. Et quant aux céréales pour petit déjeuner qui sont ici, 35 grammes, c'est donc à peu près l'équivalent de 40 grammes de pain, sauf que donc 35 grammes, c'est l'équivalent des toutes petites boîtes qu'on peut trouver dans le commerce. Or, un adolescent ou un adulte ne mangeront jamais cette portion-là. Ce qui fait qu'on va plutôt manger le double, voire le triple. Et dans ce cas-là, c'est un petit peu comme si on mangeait une demi, voire les 3/4 d'une baguette. Et sauf que la moitié d'une baguette ou les 3/4, on ne le ferait pas, parce que justement le volume est beaucoup plus important et donc on aurait un meilleur rassasiement. Donc la densité au niveau calorique des céréales est beaucoup plus importante. Ça peut aussi mener à une surconsommation de glucides notamment. Maintenant, si on s'intéresse aux légumes. Alors, nous, à Bride, on traite donc des personnes qui ont des problèmes de poids et beaucoup ont tendance à surconsommer des légumes parce qu'ils ont en fait en tête qu'ils peuvent manger des légumes à volonté. Et comme les légumes cuits, souvent c'est un petit peu plus long, un petit peu plus difficile à préparer, eh bien beaucoup ont tendance à remplacer les légumes par de la salade.
Et le souci, donc là, on voit bien au niveau du volume, qu'on mange une assiette de salade ou qu'on mange une assiette, par exemple, là, de haricots verts, grosso modo, c'est la même chose. Donc, sur le rassasiement, cette fois-ci, pas de souci, on a bien un bon volume. Mais par contre, là où on va avoir un souci, c'est au niveau de l'équilibre en micronutriments. Parce que si on mange cette assiette-là de salade, donc on sera bien calé pour le volume, mais le problème, c'est que ça ne représente que 40 grammes. Ce qui fait qu'on n'aura quasiment pas de fibres dedans et on aura peu d'autres minéraux. Donc là, j'ai pris pour exemple le potassium. Alors que si au niveau du volume, on avait pris des légumes cuits, on avait un poids qui était supérieur, avec davantage de fibres et davantage de minéraux également. Donc on va déséquilibrer plutôt en termes de micronutriments. On va avoir aussi un autre problème qui, cette fois-ci, sera donc non pas sur le rassasiement, mais sur la satiété, c'est-à-dire l'état de non-faim d'un repas à l'autre. Si on a pris nos haricots, par exemple, comme on aura eu suffisamment de fibres, ça va ralentir la digestion, on aura une bonne satiété. Alors qu'avec un volume de salade identique, mais ce poids qui est beaucoup plus faible, on aura une mauvaise satiété qui sera conférée. Et puis après, on va parler donc des fruits. Donc les fruits, par rapport au programme national nutrition santé, la portion, c'est à peu près 80 grammes. Mais en réalité, on a une très grande disparité, là encore, en fonction de la teneur, en fait, de la concentration en sucre des fruits. Pour avoir la même quantité de sucre, donc c'est-à-dire à peu près 12 grammes, on aura la référence souvent, c'est la pomme ou la poire, donc ça nous fait une petite pomme. Alors c'est vrai que les pommes, elles peuvent être 100 à 400 grammes, mais bon, grosso modo, c'est ça, 100-120 grammes. Et ça peut donc être l'équivalent de 200 grammes de fraises. Donc 200 grammes de fraises, c'est quasiment une barquette complète. Là, on va avoir vraiment une quantité très importante. C'est assez rare que les gens en mangent autant. Et par contre, à l'inverse, ça représente 75 grammes pour le raisin, c'est-à-dire à peu près une portion qui va représenter la paume de ma main. Donc là, pour le coup, c'est un volume qui est très faible. Et si on s'intéresse aux fruits secs, donc là, par exemple, des pruneaux, la portion est encore plus petite, puisque c'est 25 grammes. Et donc là, on aura à nouveau notre problème de rassasiement lié à un volume extrêmement différent. Et si on consomme seulement la bonne portion, on va dire, de pruneaux, donc les 4, généralement, on n'est pas du tout au niveau du rassasiement. On va avoir tendance à en manger davantage. Et à ce moment-là, on va surconsommer au niveau de la quantité de sucre. Les fruits secs, en fait, on a deux soucis. On a d'une part donc les fruits séchés dont je viens de vous parler, une portion, donc c'est vraiment tout petit, on a vu nos 4 pruneaux, c'est aussi l'équivalent de 3 abricots secs, de 3 figues, à peu près la même chose en date. Et puis on a aussi le problème des fruits oléagineux, donc les fruits à coque, noix, noisettes, amandes, etc. Alors que ce soit les fruits secs ou les fruits oléagineux, ils ont vraiment une très bonne image, parce que ce sont notamment des sources de minéraux qui sont intéressantes, que ce soit le calcium pour les amandes, que ce soit le magnésium pour les pistaches, et ainsi de suite. Et puis, au niveau des fruits séchés, par exemple, les abricots, c'est pour le fer, voilà. Et le souci, c'est qu'ils ont une densité calorique qui est très importante. Si on voit, par exemple, pour les amandes, comme 50% de leur poids, ce sont des graisses, eh bien, c'est 630 calories au 100 grammes. Et si on prend, par exemple, les abricots secs, c'est 183 calories au 100 grammes. Et comme le volume est très faible, on peut tout à fait manger des quantités trop importantes. Pour illustrer ça, eh bien, on peut donc comparer, parce que très souvent, en fait, on a une diminution de la consommation de produits laitiers par les personnes qui ont entendu depuis plusieurs années qu'il ne fallait plus consommer de produits laitiers, et ainsi de suite. Et donc, ils cherchent à transformer, donc à changer les aliments pour avoir quand même les nutriments qu'ils pensent devoir consommer. Là, en l'occurrence, ça va être remplacer les produits laitiers par des amandes. Ça, c'est quelque chose qu'on voit de façon très fréquente. Et donc, s'ils consomment 100 grammes d'amandes, ils auront bien la même quantité de calcium que s'ils avaient consommé un bol de lait. Le souci, comme on le voit là, c'est qu'on multiplie par 4,5 à peu près la quantité de calories qu'ils consomment. Et cette fois-ci, s'ils consomment la bonne quantité d'amandes qui est préconisée, enfin amandes ou fruits oléagineux qui est préconisée par jour, c'est-à-dire à peu près 30 grammes, ils auront un apport calorique correct, mais par contre une quantité au niveau du calcium qui, elle, est bien en dessous de ce qu'ils cherchent à obtenir.
On a le même problème pour les personnes qui cherchent à supprimer la viande et à remplacer notamment les apports en fer par d'autres aliments. Là, en l'occurrence, par des fruits séchés, les abricots. Alors déjà, ils ne tiennent pas compte du fait que dans la viande, on a du fer héminique, alors que dans les fruits, ce sera du fer non héminique. Donc au niveau de l'absorption, on passe de 25 à 5%. Et puis, encore une fois, on a ce problème d'apport énergétique par rapport aux abricots, où s'ils en consomment 100 grammes, ils auront une quantité de fer qui sera moyenne, mais par contre, la valeur énergétique est beaucoup plus importante que ce qu'on attend quand on consomme un fruit normalement. Ensuite, même problème au niveau du fromage. Une portion normale pour avoir pas trop de protéines, pas trop de lipides, un bon apport en calcium, pas trop de sel non plus, c'est 30 à 40 grammes. Mais là encore, c'est une généralité, parce qu'en fonction du degré de séchage du fromage, la densité énergétique sera très différente. Et donc si on prend un camembert qui est à peu près à 22% de matière grasse, 22-23, eh bien, une quantité donc de 40 grammes, c'est à peu près 180 mg de calcium et grosso modo donc 8-10 grammes de matière grasse. Si on prend maintenant un chèvre sec, dans le chèvre sec, pour avoir la même quantité de calcium et la même quantité de matière grasse, c'est 25 grammes. Le problème, on se rend bien compte, si on mange ça en chèvre sec, on a un petit peu l'impression d'avoir rien mangé du tout. On n'a absolument aucun rassasiement. Donc on va avoir tendance à en manger 2 à 3 fois plus. Mais nécessairement, on va déséquilibrer l'alimentation, que ce soit en termes de matière grasse ou en termes d'apport en sel. Alors, outre les aliments donc, par rapport à leur fabrication et puis donc, à leur qualité intrinsèque, ce qui va aussi beaucoup faire varier la taille des portions et l'influence sur l'équilibre alimentaire, c'est toutes les idées reçues en matière d'alimentation et de nutrition. La première que l'on entend extrêmement souvent, c'est des légumes, je peux en manger autant que je veux, de toute façon, c'est pas très calorique, donc il n'y a pas de souci. Les recommandations officielles, c'est 2 à 3 portions de légumes par jour, avec une portion qui est de 90 à 100 grammes. Alors, ce qui est vrai, c'est que dans la population générale, on manque de fibres. Généralement, les apports sont à peu près à 15 grammes, alors qu'on devrait plutôt être autour de 25 grammes. Mais pour autant, nous, on rencontre dans notre pratique générale donc, des surconsommations avec des gens qui peuvent consommer 500, 600, voire plus en grammage de légumes par jour. Et tout ça, ça se fait forcément au détriment des autres familles d'aliments. Puisque, on l'a vu tout à l'heure avec nos haricots verts, quand on a une assiette de 200 grammes de haricots verts, ce qui fait déjà beaucoup, ça permet d'avoir un bon rassasiement parce qu'il y a un bon volume. Donc, sur le coup, les gens n'ont plus faim. Et ce qui va faire qu'ils vont arrêter de manger beaucoup trop tôt et ils risquent de ne pas continuer leur repas. Donc, ils ne vont par exemple pas manger assez de féculents ou alors pas consommer de produits laitiers, de fruits et ainsi de suite. Et ça peut nuire ensuite à la sensation de satiété et créer des grignotages, voire des compulsions alimentaires s'il y a un terrain émotionnel un petit peu fragile un peu plus tard dans la journée. Autre problème, les conséquences digestives. Parce que si on a trop de fibres, trop de légumes dans l'alimentation, on peut se retrouver avec des irritations gastriques ou intestinales et avec des alternances de diarrhée, de constipation, et avec des personnes qui vont passer un moment à consommer énormément de légumes et puis qui devront, du jour au lendemain, passer un régime d'épargne digestive pour justement mettre leur intestin au repos. Donc ils vont déséquilibrer encore un peu plus à la fois leur alimentation et leur comportement alimentaire. Et en plus, ça entretient aussi l'habitude de consommer de grandes portions. Et puis, ça entretient aussi l'idée inconsciente qu'il y a certains aliments qui sont bons et d'autres pas. Les féculents, ça fait grossir. Donc ça aussi, c'est quelque chose qu'on entend extrêmement souvent, surtout de la part des personnes qui veulent surveiller leur ligne ou maigrir. Et là, le problème de la réduction des féculents, c'est que comme ça contient des glucides, ça active très bien le circuit de récompense du fait de l'apport énergétique que le corps en attend. Donc si on ne consomme pas suffisamment de glucides, eh bien, il y aura aussi moins de plaisir dans l'alimentation, outre une variété qui va être aussi beaucoup moins importante. Et donc, on peut, là encore, sur un terrain émotionnel fragile, avoir des personnes qui vont avoir des compulsions ou des grignotages plus tard dans la journée s'ils suppriment les féculents. Et puis en plus, s'ils ne consomment plus de féculents, nécessairement, ils vont manger davantage des autres familles d'aliments. Et donc, généralement, ce sera plus de viande ou de poisson pour avoir un bon rassasiement et ensuite une bonne satiété, et aussi plus de légumes.
Et troisième idée qu'on entend aussi extrêmement souvent, c'est manger de la viande est inutile. Alors ça, on va surtout l'avoir de la part soit de personnes plutôt âgées qui, petit à petit, soit pour des problèmes de mastication, soit pour des idées comme quoi il faudrait qu'elles mangent moins parce qu'elles sont plus âgées, eh bien, vont petit à petit délaisser la viande. Ou alors, on le voit aussi beaucoup chez les adolescentes. Là, ce sera plus pour des questions éthiques, pour la cause animale, par exemple. Mais de toute façon, le résultat est le même. Ça veut dire que la diminution de cette consommation n'est pas forcément compensée par d'autres sources de protéines et aboutit à un risque de dénutrition qui est beaucoup plus important, à une moindre variété également dans les repas et à un risque également de compensation donc par d'autres familles d'aliments ou en dehors des repas, parce que les protéines, c'est quand même le nutriment qui confère la meilleure satiété entre les repas. Et à l'inverse, on a également de très gros mangeurs de viande. Et là, en fait, c'est pas mieux parce que ça les expose à des apports en fer trop importants, avec donc le rôle pro-oxydant du fer que l'on connaît bien. Un problème également de quantité de lipides et éventuellement de risque de dyslipidémie. Et puis, un problème également d'excès protéique. Et très souvent, ça va avec un style alimentaire qui fait aussi qu'il consomme beaucoup moins de fruits et légumes. Alors, en conclusion, comment optimiser la taille des portions pour atteindre un bon équilibre au niveau de l'alimentation? Déjà, la première chose que l'on peut préconiser, c'est vraiment d'intégrer toutes les familles d'aliments à chaque repas. Alors, peu importe que ce soit en 4 ou en 3 composantes, mais en tout cas, essayez de ne pas avoir un plat unique et d'avoir vraiment à chaque fois toutes les familles d'aliments, déjà ne serait-ce que pour le plaisir de manger. Ensuite, cuisiner, parce que ça permet d'avoir une meilleure variété et donc d'éviter la lassitude au niveau des repas. Prévoir des contenants plus petits, même si effectivement, j'ai appris tout à l'heure que finalement, ce n'était peut-être pas forcément ce qui allait le plus influer. Et puis, adopter des repères quantitatifs simples, parce qu'il est hors de question que les gens se mettent à peser tout ce qu'ils mangent. Donc, l'une des premières possibilités, ça va être simplement, dans l'assiette, de répartir de la façon suivante. On répartit d'abord, on coupe l'assiette d'abord en deux, et dans la moitié de l'assiette, on aura les légumes. Et dans l'autre moitié de l'assiette, on va répartir de façon à peu près équivalente les féculents, et puis donc viande, poisson ou équivalent. Et ensuite, bien sûr, toujours ajouter les autres familles qui vont nous manquer, matières grasses, produits laitiers et fruits. Et puis l'eau, bien sûr. Et autre possibilité, ça va aider notamment beaucoup lorsqu'il y a des enfants dans la famille, parce qu'on va adapter les portions alimentaires par rapport à la taille des mains du mangeur. Ce qui va permettre notamment de diminuer grandement les portions qu'on peut donner aux enfants, et notamment par rapport à tout ce qui est viande ou poisson, où souvent les parents ont tendance à servir des portions qui vont être semblables aux leurs. Donc dans ce cas-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre 2 poings fermés, ou alors les 2 mains en coupe pour les légumes, un point fermé pour les quantités de féculents, la paume de la main s'il s'agit de viande, ou la main entière s'il s'agit de poisson, la taille à peu près d'une main pour les fruits. Et puis alors pour les matières grasses, donc cette solution-là préconise la taille de la première phalange du pouce. Moi, je trouve que ce n'est pas très très pratique. Généralement, je préfère utiliser des cuillères à café avec à peu près 2 à 3 cuillères à café par repas pour une femme et puis 3 à 4 pour un homme. Eh bien, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Alors, vous voyez que là, ça se complique un peu. Hein. Il ne suffit pas de mettre des tailles de portions sur des emballages. Il va falloir avoir beaucoup plus de repères. Moi, j'ai été frappé par la question sur les fruits et légumes. Je comprends que 5 fruits et légumes par jour, quand on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose finalement, parce que ce n'est pas facile à mettre en œuvre, ou surtout, ça risque d'être mal mis en œuvre. Ce qui m'avait frappé, moi, quand j'avais travaillé sur l'expertise sur les fruits et légumes à l'INRA, c'était que j'avais regardé les recommandations internationales, et les fruits et légumes, c'était le seul groupe d'aliments pour lesquels il n'y avait pas de limite supérieure. C'est-à-dire que dans les autres, pour les protéines, les lipides, etc., on a des intervalles. Et pour les fruits et légumes, il n'y avait qu'un minimum, mais il n'y avait pas de maximum. Alors que là, vous nous dites pas ça. Vous nous dites que quel que soit le groupe d'aliments, finalement, il y a toujours des limites supérieures à respecter, et qu'il s'agit toujours d'équilibrer, qui est en général le maître mot quand on parle de nutrition. Oui, tout à fait. Donc, effectivement, les différentes études montrent que consommer trop de fruits et légumes, ça n'apportera pas
de bénéfices supplémentaires aux 400 à 500 grammes qui sont généralement préconisés. Et ensuite, ça peut surtout induire un déséquilibre par déficit dans les autres familles d'aliments. Et puis il y a beaucoup de faux amis finalement, des choses qu'on croit bien faire, et puis finalement on a l'effet inverse de ce qu'on escomptait. Est-ce que nos auditeurs ont des questions, j'imagine, là, parce qu'il y avait beaucoup d'informations intéressantes? Oui. Oui. En fait, il y a eu des questions plus tôt dans la matinée, mais que je pense auxquelles vous pourriez répondre. Sait-on mesurer scientifiquement les rations alimentaires nécessaires à chaque individu aujourd'hui ? Ça, ce sont les groupes qui ont été faits pour établir en fait les apports nutritionnels conseillés pour la population française. Ceci étant, ça ne peut pas être pour chaque individu. C'est nécessairement des données qui vont être générales et qui vont correspondre à 97%, en fait, à la couverture de 97% des besoins de la population. Ah oui, alors il y avait une question aussi qui était adressée à Pascal Ebel tout à l'heure, mais peut-être qu'on pourrait traiter maintenant. Quand on parle de diversité alimentaire, parle-t-on seulement des fruits et légumes ? Il aurait été intéressant de connaître les IMC des enfants. En effet, le niveau énergétique n'est pas le même chez les enfants obèses. Alors, je ne comprends pas très bien la question en fait. C'était à propos de l'étude que Pascal Ebel a montrée sur les enfants. Parce que oui, c'est sûr, la diversité alimentaire ne se résume pas aux fruits et légumes, ça c'est certain, on l'a bien vu là, toutes les familles d'aliments sont importantes. Après, les besoins énergétiques de chaque enfant, effectivement, vont dépendre de sa corpulence, et puis de son activité physique également, et puis de son âge. Par ailleurs, il y avait cette question cette observation sur la moindre diversité. Et le fait d'avoir des portions beaucoup plus grandes d'un certain nombre d'aliments, mais beaucoup plus réduits. Donc là, c'est exactement l'inverse de tout ce que vous avez mis en avant dans votre exposé. Oui. En fait, ça se rejoint vraiment, parce que ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que ce que Pascal Ebel a montré, c'est qu'effectivement, ils allaient manger davantage en termes de portions de sandwich, en termes de pizza ou ce genre de choses. Et là, on est vraiment dans ce que je viens de vous présenter par rapport au rassasiement attendu. C'est-à-dire que comme on a un volume moindre, on va avoir tendance à en manger davantage pour justement avoir le même rassasiement. Souvent, on a l'impression que le rassasiement sensoriel spécifique, c'est un peu... là, vous avez dit clairement, c'est notre ami, finalement. Il nous aide à aller vers d'autres choses, alors que souvent, on a l'impression inverse. On se dit, ah tiens, j'ai plus faim, mais en fait, j'ai encore faim pour quelque chose. Et on va parfois éviter de le faire en disant, bon, mais ça va relancer mon appétit, et voir ça comme quelque chose de plutôt négatif que comme quelque chose de positif. Alors qu'en réalité, non, c'est vraiment quelque chose de positif parce que si on n'a aucun autre type d'aliment à manger après notre plat, par exemple, on ne va pas écouter ce rassasiement sensoriel spécifique et donc on va aller jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'au rassasiement global qui, lui, à la base, n'était pas atteint, c'est-à-dire que les capteurs mécaniques au niveau de l'estomac n'étaient pas encore sollicités et les hormones satiétogènes qui sont normalement fabriquées en haut de l'intestin grêle lorsque les premiers aliments arrivent, comme la cholécystokinine, n'auront pas encore eu le temps non plus de se mettre en route. Donc on va continuer à manger du même plat, ce qui va entraîner d'une part un déficit forcément dans les nutriments qu'on n'aura pas puisqu'on n'aura pas changé de groupe d'aliments et en même temps un surdosage dans les nutriments qui étaient présents dans le plat. Merci beaucoup. D'autres questions ici? Oui, encore. Il y a beaucoup de remerciements pour votre présentation. Et puis une question posée par 2 personnes. Existe-t-il des références scientifiques sur l'estimation des portions se référant à la taille de la main ? Non, c'est vraiment en fait, que ce soit par rapport à la taille de la main, par rapport également à la répartition dans l'assiette, c'est plus issu de constats empiriques et pour donner des repères aux personnes justement pour éviter d'avoir à peser. Et puis en fait ça va un petit peu de soi, c'est-à-dire qu'on sait par exemple que pour les légumes, si on en a 2 fois plus que les féculents, c'est bien puisque ça va nous faire à peu près une portion de 200 grammes, grosso modo 150-200 grammes pour à peu près 100 grammes de féculents cuits ou pour à peu près 100-120 grammes de viande. Donc on va rejoindre les apports nutritionnels conseillés. Donc en fait c'est juste l'adaptation pratique des grammages qui sont conseillés par rapport aux différentes catégories de population.